bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet écho, innovation et handicap, financement et opportunités de marché. Je vais commencer par vous proposer de scanner un QR code qui devrait s'afficher sur les écrans et qui permettra une transcription simultanée pour ceux qui le désirent, soit sur les téléphones, mais cette transcription sera également disponible sur les écrans que vous voyez ici. Je vais attendre une petite seconde. Alors, on va commencer par la définition du handicap. Souvent, il y a des idées reçues. On pense que le handicap, ça se limite à la déficience. Or, en fait, le handicap, ce sont les barrières sociétales et technologiques qui peuvent entraver l'inclusion. Et c'est précisément ce que la Handitech va tenter de transformer en innovant pour lever les différents obstacles. Et donc, on a vu qu'il y avait vraiment des avancées ces dernières décennies et notamment aussi ces dernières années. Mais il y a quand même un certain nombre de freins et notamment l'accès à une donnée fiable qui nous manque encore aujourd'hui et puis la perception philanthropique qui reste sur ce secteur d'activité. Et chez BPI France, on mène actuellement une étude stratégique. Donc, on a rencontré chacune des personnes que vous voyez aujourd'hui dans le cadre de cette étude. Et l'objectif, c'est de mieux comprendre les dynamiques de cette filière, les freins, mais aussi et surtout les opportunités. Donc, on a fait un certain nombre de constats, et notamment, on voit que c'est une filière qui est en pleine effervescence, un grand dynamisme, beaucoup d'innovation, mais on voit également que c'est une filière qui reste fragmentée, silotée, avec des modèles économiques qui peuvent être variés, des besoins de financement qui peuvent être spécifiques, et enfin, un potentiel de marché qui est, à notre sens, et certainement très largement sous-estimé. Et pour en parler, je vous propose aujourd'hui 3 intervenants qui ont la gentillesse de venir aujourd'hui. Merci encore. On a donc Jérémy Bauroy, qui est président du CNCPH. Merci. Laurence Vergès, délégué général de la Handitech. Et Sylvain Denoncin, président d'Okinéa, administrateur de la Handitech et vice-président de l'Association française des professionnels pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Merci à tous les 3 d'être là aujourd'hui. Donc pour commencer, j'aimerais qu'on se pose une première question. Pourquoi l'innovation est essentielle pour répondre aux enjeux du handicap ? Et je vais te poser cette première question, Jérémy. Comment évoluent les attentes des personnes handicapées, mais aussi des aidants, par rapport à ces innovations? Merci, bonjour à toutes et à tous. Parmi les principaux engagements du Conseil national consultatif des personnes handicapées que je préside, il y a celui de la recherche permanente de l'accès aux droits communs des personnes handicapées pour qu'elles puissent, quel que soit leur handicap, accéder chaque jour à tous les environnements, à tous les services auxquels elles peuvent prétendre comme tout un chacun et qu'elles puissent, in fine, donc, accéder à leurs droits fondamentaux. Ce qui suppose, et merci d'avoir introduit en apportant une première définition du handicap qui est vraiment essentielle, ce qui suppose que nous nous posions d'abord la question de l'accessibilité, donc l'accessibilité des environnements dans lesquels nous sommes. Le handicap, c'est effectivement la combinaison de 2 facteurs. Le premier, c'est celui de la déficience des personnes. Moi, par exemple, j'ai une déficience auditive. Je suis sourd, je suis appareillé des 2 oreilles, mais ça, c'est ma déficience, et j'ai envie de dire, c'est mon problème. Et le deuxième facteur, c'est celui de l'environnement où je me trouve, qui me permet ou ne me permet pas d'accéder à ce qui se passe dans l'environnement. Donc, dans mon cas, avec ma déficience auditive, si je suis dans un événement où je ne comprends pas ce qu'on dit, parce qu'il n'y a pas, par exemple, de transcription simultanée ou d'interprète en langue des signes, si c'est ma première langue, là, je me retrouve effectivement handicapé, et plus précisément en situation de handicap. Ce qui montre, en fait, quelle est notre mission à nous, acteurs, publics, privés, bref, tous ceux qui font la société, c'est d'abord, en fait, de viser à prévenir, réduire, supprimer ces situations de handicap. Ça ne changera pas la déficience de la personne, c'est son affaire. En revanche, on aura
tout fait pour que eh bien, les personnes, quelle que soit leur déficience, accèdent bien à ce qui fait notre quotidien. Donc aujourd'hui, grâce à la transcription que vous avez sur le grand écran et que moi j'ai devant moi, mon handicap, finalement, il passe au second plan, puisque malgré ma déficience, je n'ai pas de difficulté pour accéder aux champs. C'était très important qu'on ait tous cette définition, parce que, en réalité, cette accessibilité-là ne dépend pas que, alors c'est très important, de solutions qui concernent l'aménagement des lieux, même si c'est fondamental. C'est tout ce qui permet l'autonomie au quotidien. Et cette autonomie, si elle doit prendre en compte la diversité des déficiences qu'on connaît, eh bien, elle s'appuie inévitablement sur les innovations, puisque nous n'avons pas encore toutes les solutions, mais grâce aux innovations, nous en avons fait développer et grandir ces dernières années à une vitesse incroyable, beaucoup, et qui a permis d'accélérer, quelque part, l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne. Donc, l'innovation, c'est par rapport au handicap, deux choses à la fois. La première, ces innovations peuvent être finalement source de cauchemars, parce que si on n'y prend pas garde, si on n'anticipe pas sur l'accessibilité des innovations que nous développons, nous prenons le risque en fait de créer des handicaps nouveaux. Des handicaps qui n'existaient pas avant l'innovation. Je vais prendre deux exemples que je connais très bien. Voilà, mais ils ne sont pas là pour absolument toutes les configurations. Je vais prendre la question du téléphone. Le téléphone, je peux vous assurer qu'avant que le téléphone existe, et s'impose dans la vie quotidienne des personnes, les personnes sourdes, elles étaient tranquilles. Et elles avaient finalement beaucoup moins d'obstacles à franchir, à contourner que aujourd'hui, même si les choses ont beaucoup évolué. Et un autre exemple, on en parlait tout à l'heure, c'est les podcasts. Les podcasts qui se sont imposés sur nos téléphones, sur nos mails, sur nos sites, dans nos conversations. Les podcasts sans accessibilité, ça devient un nouveau média auquel on n'accède pas lorsqu'on n'a pas la solution. Ça, c'est le premier point. Il faut vraiment y prendre garde pour qu'à chaque fois qu'on développe quelque chose, on y reviendra, je crois, nous ayons systématiquement ce réflexe pour que ce soit accessible. Mais le deuxième élément, c'est que grâce aux innovations, lorsque l'innovation est cherchée et développée au service de l'autonomie des personnes, là, on a un boulevard assez incroyable et phénoménal vers l'autonomie réelle des personnes dans leur vie quotidienne. Merci. Et toi, Sylvain, qu'est-ce qui t'a finalement donné envie d'entreprendre dans ce domaine ? Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, basiquement, on passe à peu près 25% de son temps de vie active au travail. 25%, c'est pas neutre. Donc, j'avoue que j'avais du mal à me projeter dans un job où j'avais pas quelque part un impact positif sur l'environnement. Et ce qui fait que j'ai choisi en particulier ce domaine-là, c'est que à travers Okinéa, nous, on a choisi clairement d'intervenir sur l'environnement et de faire en sorte que l'environnement soit accessible et enlève les barrières qu'on construit à travers l'environnement. On a réussi à construire des routes pour des fauteuils roulants à moteur où il n'y a pas d'escalier, hein, ça ne vous aurait pas échappé. Pourquoi on ne le ferait pas pour des personnes piétonnes ? Donc, ce secteur-là, pour moi, il est à la jonction de l'usage et apporter de l'autonomie et apporter de la fluidité. Il est à la jonction aussi de la technologie, parce que évidemment, il y a une accélération incroyable. Et comment rendre ces technologies et en faire quelque chose au bénéfice des utilisateurs, Tech for Good, comme on dit. Et puis une dimension internationale aussi, parce que les besoins, finalement, ils sont les mêmes partout dans le monde. Et toi, Laurence, c'est vrai que tu parles souvent d'innover par le handicap et non pas pour le handicap. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu veux dire à travers cette phrase ? Oui, bien sûr. Innover par le handicap. Juste avant, j'aimerais rappeler que l'innovation pour le handicap ne sert pas que les personnes en situation de handicap, mais aussi les aidants, qu'on a tendance à oublier. Et donc, quand on définit un marché cible de
1 million, 10 millions de personnes en situation de handicap, on a peut-être derrière le même nombre, voire plus, d'aidants qui vont être concernés et dont la vie peut être améliorée grâce aux innovations. Ça, c'était une parenthèse, mais pour rappeler que le marché est, encore une fois, beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Innover par le handicap, quand j'ai pris mon poste il y a 2 ans, j'ai trouvé ça assez étonnant comme tournure. J'ai assez vite compris, bien évidemment, ce qu'il y avait derrière. En fait, on a tendance à oublier que le handicap n'est pas une binarité. On n'est pas sur une personne, soit c'est 0, je suis en situation de handicap forte, très contrainte, 1, je suis parfaitement valide. Si je prends l'exemple de la déficience visuelle, je vois qu'on est quand même nombreux à porter des lunettes ici, ce qui nous rappelle qu'on est sur un continuum. Et quand, en fin de journée, une personne qui a passé des heures et des heures sur écran peut avoir accès à des fonctionnalités pensées pour des personnes malvoyantes, avec des caractères plus gros, des contrastes plus marqués ou autres, on se rend bien compte que ça nous sert également. Donc, innover par le handicap, c'est se rappeler qu'une personne en situation de handicap, elle va avoir une expertise d'usage, elle va rencontrer des freins plus marqués que la moyenne sur certains sujets, et en étudiant ses besoins, en fait, on va satisfaire tout le continuum des personnes concernées. Donc, on le sait tous, en gare, on est ravis qu'il y ait une bonne accessibilité des quais, on est ravis qu'il y ait des escalators, on est ravis qu'il y ait des ascenseurs, et on les prend quand on est chargé, quand on est en poussette, quand on est en situation de handicap temporaire parce qu'on a eu un petit accident au ski, etc. Et donc, innover par le handicap, c'est se rappeler que les personnes en situation de handicap ont une expertise d'usage qui peut permettre de développer des solutions qui vont en fait améliorer le confort de tous. Et de très grands acteurs l'ont bien compris, ça améliore la fidélisation client, ça améliore la satisfaction client. Et on a beaucoup d'entreprises qui en fait adoptent des pratiques de design for all, innovation universelle, conception universelle, qui vont étudier les besoins de personnes en situation de handicap pour innover plus loin et améliorer in fine leur innovation et leur positionnement stratégique sur un marché. Innover par le handicap. Voilà. Merci, c'est très clair. C'est vrai que là, on a vu vraiment les intentions, mais je pense qu'il est aussi important de comprendre comment la filière aujourd'hui s'organise. Et Laurence, est-ce que tu peux déjà, parce qu'on a défini le handicap, mais la filière Handitech, si on peut parler de filière Handitech, est-ce que tu peux nous dire déjà comment tu la définirais? Et puis, si selon toi, elle est suffisamment structurée aujourd'hui? On en a longuement parlé, je sais que c'est un vaste débat. Oui. Tu as 6 minutes. Ok, top chrono. Non. Alors, c'est une grande nébuleuse. Voilà, la filière, elle est extrêmement riche, elle part dans très nombreuses directions, elle est difficile à identifier, elle est difficile à cadrer. Définir un périmètre clair, c'est quasiment impossible parce que quand on touche au handicap, on va toucher aussi aux questions d'autonomie qui peuvent considérer d'autres secteurs, d'autres marchés, d'autres cibles que les personnes en situation de handicap. La définition un peu formelle, qui ne veut in fine rien dire, c'est l'innovation au service des publics en situation de handicap ou l'innovation au service de l'inclusion. Une fois qu'on définit ce que c'est l'innovation, on peut grosso modo fixer des limites. Et c'est un peu bête de raisonner comme ça parce que c'est encore une fois des continuums. La spécificité de la Handitech en tant que donc filière économique, c'est la même chose dans la silver economy, c'est la même chose avec la femtech. Ce sont des filières qui se définissent en fonction du public cible. Et donc, ce sont des transversales par rapport à tous les secteurs d'activité. Dans le réseau de l'association La Handitech, on a une centaine d'adhérents qui vont être dans des secteurs divers et variés. Donc la mobilité, l'autonomie sont évidemment très représentés, la santé également, l'éducation, la formation professionnelle, le tourisme, la culture, le sport, etc. Tous les secteurs, toutes les verticales métiers vont être représentés dans la Handitech. On va retrouver également tout type d'innovation en robotique, comme on a pu le découvrir au sommet de l'IA avec Wondercraft qui a présenté son exosquelette. En IA, bien évidemment, les interfaces homme-machine qui sont des sujets vraiment de pointe portés par la Handitech. On va avoir aussi en domotique et bien évidemment des innovations d'ordre social également. L'innovation n'est pas que technologique ou technique. Donc, très large filière. Aujourd'hui, peu structurée. Beaucoup d'activités,
beaucoup d'obscurité aussi. Il est tout à fait probable d'avoir des incubateurs qui font la même chose d'une région à une autre, avec des projets qui sont en train de se développer sans être informés qu'un projet concurrent fait la même chose 20 km plus loin. Il est tout à fait possible de découvrir que des activités, des incubateurs se découvrent entre eux parce qu'il n'y a pas de... En fait, comme cette filière n'est pas reconnue officiellement, qu'elle n'est pas portée à un niveau institutionnel, il y a un manque de communication. Et comme il y a un manque de communication, on a du mal à l'appréhender et donc on a du mal à la porter au niveau institutionnel. C'est un cercle vicieux. Et bien évidemment, nous n'avons aucune donnée économique sur le sujet. Je pense que c'est la seule filière en France qui ne bénéficie d'aucune étude de filière, que ce soit fait par un organisme privé ou public, vous ne trouverez rien. C'est un des sujets sur lesquels on est en train de discuter, mais voilà. La filière, elle existe. Les entrepreneurs se sentent appartenir à la filière Handitech. Ils le revendiquent. Mais de vous dire précisément aujourd'hui quelles sont ses spécificités, c'est très compliqué parce que ça dépend des secteurs. On va retrouver des projets qui vont être très proches des modèles économiques en santé, d'autres qui vont être dans le secteur donc, de la mobilité, donc qui vont être peut-être plus proches d'autres projets dans la mobilité sans lien avec le handicap versus un projet qui serait avec la même cible. Il y a du B2B, il y a du B2C. On est là aujourd'hui aussi parce qu'on est engagé dans cette démarche pour essayer d'y voir plus clair et de structurer un petit peu mieux cette filière. Structurer l'offre de services d'accompagnement des startups, des entrepreneurs, puisqu'en plus ce sont souvent des sujets d'affect. Donc les gens tiennent à ce qu'ils font et ils ont du mal à regarder la concurrence. Ils ont envie de porter eux-mêmes leurs projets. Donc il peut y avoir des biais un peu plus forts en termes d'affect. Il y a des enjeux de financement aussi. En ce moment, je discute beaucoup avec les entrepreneurs qui me disent en fait, mon projet, comme c'est dans le handicap, les investisseurs, ils ne connaissent pas bien les modèles économiques, ils ne comprennent pas bien comment est-ce que ça fonctionne, les remboursements, MDPH, etc. Et donc, ils ont préféré pas y aller. Par contre, le jour où j'ai présenté mon projet côté santé, là, on était en terrain connu et j'ai obtenu mes financements. Ce discours est hallucinant aujourd'hui, mais il est réel. Donc, la filière, elle existe. Les gens le savent, mais on est encore beaucoup dans de l'intuition en termes d'information et en termes de structuration. Il y a du pain sur la planche. Et c'est vrai qu'au-delà de la structuration même de la filière, on parle beaucoup de co-conception. Est-ce que toi, tu penses, Jérémy, que les personnes destinataires des innovations sont suffisamment impliquées dans le cadre de ces projets, justement? Hélas, non. Malheureusement, non. Pas du tout suffisamment impliqué, pas du tout suffisamment associé. Sinon, je pense que je ne serais pas forcément là pour en parler. C'est quelque chose qui a encore du mal dans nos cultures à trouver sa place. La participation directe des personnes concernées à ce qui les concerne, en fait. Donc, que ce soit pour les innovations dont nous parlons aujourd'hui, que ce soit pour les politiques publiques d'une manière générale, qu'elles aient un rapport ou non avec les questions de handicap. Alors, je dirais qu'il y a peut-être deux catégories d'innovation par rapport à ce qui vient d'être présenté. Celles qui vont consister à développer des solutions pour un usage personnel par les personnes, et ce sont les personnes elles-mêmes qui vont manifester leur souhait d'acquérir ces solutions développées. Bon, on peut supposer qu'à un moment donné, on va aller se confronter au réel et tester. Et puis d'ailleurs, si la solution ne marche pas, on verra bien tout de suite que ça ne marche pas. L'autre catégorie, donc c'est plutôt pour le B2B, où ce sont des solutions qui vont s'adresser à d'autres acteurs qui ont la mission de se rendre accessibles. Et là, on prend souvent beaucoup de risques quand on ne consulte pas les personnes, en particulier
dans le cadre de marchés publics où le jeu consiste en général à prendre ce qui est moins cher, tant regarder ce qui va vraiment être efficace au regard des besoins des personnes directement concernées. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas encore dans les étapes de conception de l'innovation, de leur premier test et de leur développement, de leur amélioration, en fait, cette culture du partenariat avec les personnes concernées. Alors, ces partenariats-là, il peut prendre plusieurs formes. Ça peut être des panels de consommateurs qu'on a constitués pour un projet ou de façon permanente. Ça peut être un réseau de personnes qu'on connaît. Ça peut être des organisations partenaires qui, à un moment, font des retours. Ça arrive parfois au TNTPH de le faire quand on est plutôt dans l'affaire publique et qu'on veut tester des nouvelles solutions qui vont être déployées avec un peu le label de l'accessibilité de l'État. Néanmoins, il y a toujours un moyen, à un moment ou à un autre, de vérifier si l'intuition qu'on a au départ répond réellement à un besoin et que ce n'est pas juste une envie qu'on a, une envie qui devient vite une promesse, où on va aller solliciter des partenaires, des soutiens, était normal. En aucun cas, il est question de venir remettre en cause la liberté de qui que ce soit d'entreprendre, surtout pas. Néanmoins, ces promesses qui parfois tombent un peu à l'eau, parce qu'on n'a pas pris le temps avant de voir avec les personnes concernées ce que tu allais donner, en fait, ça fait un peu du mal à tout le monde. Voilà, donc plus on a d'organisations structurées, comme la Handitech et d'autres, plus ça facilite, je pense, la rencontre entre ceux qui ont une idée, une envie, des moyens, des solutions, et ceux qui vont à un moment ou à un autre pouvoir bénéficier de leur impact. Donc cette rencontre-là, elle est essentielle. Alors moi, je vous dis, je rencontre de temps en temps des entrepreneurs, des porteurs de projets. Je ne cache pas que je vois bien, tac, tout de suite, très vite en tout cas, qui vient avec son idée et qui a déjà embarqué dans ton équipe, voire même quel est le projet de personnes directement concernées, où on se dit, là, il y a une intuition qui va se vérifier très rapidement. Et je voyais que Laurence et Sylvain, vous vouliez rebondir là. Est-ce que Sylvain, tu veux commencer? Rapidement, en fait, la question de la co-conception, c'est un vrai sujet. Nous, on est en B2B, donc par définition, on vend nos solutions à des opérateurs de transport, à des villes, à des gestionnaires privés. Et donc, il y a une vraie difficulté. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'en début de projet, il y a l'idée, on va aller la tester. Très bien, on a des premiers retours. Super. Et là, on rentre dans un tunnel inarrêtable pour sortir une solution sur la base de ce qu'on a entendu au départ, et on vient livrer le truc et on est content. Et c'est chiant parfois d'aller re-questionner, d'aller tester si ce qu'on a fait ça va vraiment dans le bon sens, et de se prendre de temps en temps des claques. Ça fait jamais plaisir, mais in fine on gagne du temps. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que en tant que porteur de projet dans ce domaine-là, il faut créer un écosystème direct avec des utilisateurs sympathiques mais non complaisants, qui sont capables de vous dire ça c'est super, par contre ça c'est nul. En tout cas moi ça fait pas le job pour moi. Donc la première chose, c'est faire ce travail-là de manière continue. Une des vraies difficultés, c'est la diversité des utilisateurs. Il y a des situations, des profils de handicap qui sont opposés. Il y a des conflits d'usage. Quand on installe des bandes au sol, ça peut servir des personnes déficientes visuelles et ça fera chier des gens qui sont malmarchants, fauteuils, etc. Donc, ça reste complexe. Mais il faut le faire de manière continue. Le point suivant, c'est qu'il y a un manque de culture dans les donneurs d'ordre de la concertation, de la consultation et de savoir finalement évaluer une innovation. On se prend 5 rendez-vous de commerciaux, de 5 boîtes start-up qui vous disent « Regardez, tout ce qu'on fait, c'est génial, il y a un beau PowerPoint. Comment je fais, moi, pour trier en tant que maître d'ouvrage public ce qui est du PowerPoint, ce qui est du preuve de concept et de ce qui est vraiment scalable ?» Et là, il y a un déficit de culture, je trouve, en général. Mais en tout cas, et ce que je voulais dire aussi, c'est que du côté des entreprises qui font du dev, le client final, qui n'est pas l'utilisateur, fait aussi l'objet normalement d'une démarche d'innovation, d'analyse des pain points, et donc après il y a des arbitrages à faire.
Juste pour terminer, donc nous, on a notamment développé une solution de guidage sur smartphone inclusive. Donc, en gros, on va vous guider en fonction de vos capacités, de vos besoins, de manière différente. L'interface s'adapte à vos capacités, la route s'adapte à vos préférences. Et en fait, on en est à plus de 900 tests utilisateurs, beaucoup d'efficience visuelle, mais pas que. Et aujourd'hui même, comme ça illustre le propos, on est en pleine expérimentation avec la SNCF à la Gare du Nord. Ils ont pris un organisme indépendant, ils ont pris des utilisateurs avec des profils de handicap très variés, et c'est cet organisme indépendant qui va tester les solutions qui ont été mises en place dans un même endroit. Donc à un moment donné aussi, quand on veut tester 10 PowerPoint, si on prend un terrain d'expérimentation, qu'on met tout le monde autour de la table et qu'on prend des usagers qui ne sont pas biaisés cognitivement parce qu'ils connaissent déjà les solutions, là on commence à avoir des choses intéressantes. Oui, très rapidement, quand on parle aussi d'expertise d'usage, alors ça n'est pas parce qu'on est en situation de handicap ou proche aidant qu'en fait on a une expertise sur le handicap concerné. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui, donc comme eux sont en situation de handicap ou que leurs enfants ou leurs parents le sont, en fait ils ont développé une solution qui correspond parfaitement à leurs besoins. Et ils se sont dit, c'est bon, en fait, ma co-conception, elle est faite. Ça y est, la personne, voilà, j'ai répondu aux besoins. En fait, non. L'expertise d'usage, ça se travaille, ça s'apprend. Il y a des associations aujourd'hui qui montent en puissance sur ces sujets-là, sur tout type de handicap. Et je pense qu'on peut tout à fait se mettre à la place de ces gens-là. Si moi, aujourd'hui, on me demande en tant que femme, que pensez-vous de telle ou telle chose, je n'ai pas l'expertise pour pouvoir répondre à cette question. Donc c'est la même chose pour le handicap. Il y a 1000 réalités et voilà, l'expertise d'usage, c'est une compétence qui s'acquiert déjà. Ensuite, j'aimerais rappeler que le design thinking, la co-conception, donc travailler au plus proche des utilisateurs pour être sûr de bien comprendre les besoins, c'est quelque chose qui a du mal à se développer, quel que soit le secteur d'activité. Surtout dans les profils ingénieurs et donc dans ce qui concerne l'innovation. En école d'ingé, quand vous développez un projet entrepreneurial, vous n'avez pas forcément de module sur la pensée centrée utilisateur. Ah non, d'accord. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. J'ai travaillé 5 ans sur de l'incubation. Je peux vous dire que je n'ai pas souvent vu cette approche-là. Ou alors ça arrive très tard dans la formation, quand les gens ont déjà travaillé depuis 2 ans sur leur projet, de leur côté, et à fond sur la partie technologique et autres. Donc, c'est des choses à apprendre. Je pense quand même qu'il y a un biais culturel dans notre secteur où on a tendance à ne pas considérer une personne en situation de handicap comme capable d'expertise. Je suis violente dans mes mots. Je pense, mais je caricature, mais la réalité n'est pas loin. Il y a un vrai biais culturel en France où on ne reconnaît pas le rôle que ces personnes peuvent avoir dans la société. Et honnêtement, je pense que l'innovation technologique et technique, elle va vite, mais la mentalité et la culture, elle évolue beaucoup plus lentement. Et c'est un vrai sujet national, parce qu'à l'international, on voit des choses très différentes. Et tant qu'on n'aura pas compris que ces personnes-là, qui sont des millions, on est tous concernés, ont quelque chose à nous apprendre pour nous, valides ou autres, on passera à côté du sujet. Et Sylvain, au-delà de ces freins culturels, à travers l'entreprise Okinea, est-ce que tu as vu d'autres freins potentiels spécifiques à cette filière, pas spécifiques à la filière, mais quels sont les freins, au-delà des freins de financement ? Un premier point que je peux partager, alors de ma lorgnette au regard de mon expérience, et comme nous, ça fait 30 ans qu'on est une start-up et qu'on est une centaine et qu'on a une certaine assise, on a beaucoup de start-up qui viennent nous voir. Je vois beaucoup de projets qui sortent, alors étudiants ou pas, où il y a une vraie problématique d'usage. Il y a un besoin, il y a une technologie, une adaptation de techno qui peut répondre à ce besoin-là, donc il y a un joli cas d'usage. Et donc, on s'engouffre dans je vais répondre à une problématique d'usage. Mais dans une très grande majorité des cas, le business model derrière, il est extrêmement difficile à trouver. Donc, on va bosser 1 an, 2 ans, avec des moyens très limités. Et puis, on n'arrivera pas à cranter sur le business model. On part sur des modèles B2C souvent, en disant, tiens, je vais faire un abonnement à 15 € pour des aveugles sur une appli, ça va être super. Mais en fait, on se rend compte qu'il faut 60 000 utilisateurs pour payer 3 personnes sur 1 an, et ça ne marche pas en fait. Donc le premier, c'est cette problématique de modèle économique. Et quand je regarde du côté B2B,
quand on arrive sur des innovations assez fortes, souvent le client qu'on va avoir, on lui présente quelque chose qui fait sens et il va nous dire ok, alors il faut que je réfléchisse dans quel budget ça va aller existant, donc quelle ligne budgétaire on tape, parce qu'en fait j'ai aucune ligne budgétaire aujourd'hui qui peut répondre à votre solution. Donc on va faire une expérimentation et on va programmer pour dans 1 an ou 2 ans un budget dédié qui permettra de cranter la solution. Donc souvent c'est le problème de l'innovation, mais au-delà de la partie accessibilité, handicap, c'est quand on arrive avec des choses un peu trop innovantes, il n'y a pas de budget existant puisque c'est innovant et que le client n'a pas anticipé ce type de besoin-là. Donc quand on a de la chance, ça peut rentrer, mais quand on en a moins, ça passe pas. Donc, et le dernier point que je peux évoquer sur la partie frein en tout cas, c'est que comme il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas d'études, malheureusement, de faire de la conception universelle, de créer des environnements plus accessibles, on a bien tous conscience que ça améliore les choses pour tout le monde. Mais souvent, quand le client nous dit « Ok, c'est quoi le ROI ?» c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas aujourd'hui de chiffres tangibles sur le gain que ça peut produire. C'est une bonne transition pour parler financement parce qu'effectivement, pas de développement sans financement. Et c'est vrai que par rapport à toutes les startups qu'on a pu interviewer dans le cadre de notre enquête, ça ressortait régulièrement ces freins au financement spécifiques à la filière. Est-ce que ces freins sont avérés et est-ce que toi, Laurence, tu as pu observer des phases critiques dans les phases de financement des entreprises de ton écosystème? Alors, aujourd'hui, en France, grâce à BPI France, largement, il est possible de faire financer l'innovation. Si vous êtes sur un modèle de société, les associations, c'est plus compliqué. Donc, le financement de la technologie, de la technique, de la recherche, vous pouvez trouver... il y a énormément d'offres vraiment grâce à la BPI France. Il y a des prêts d'honneur, il y a des prêts bancaires, des réseaux entreprendre, initiatives pour les prêts d'honneur, etc. Donc il y a beaucoup de dispositifs pour le lancement de l'activité les 2 ou 3 premières années. Et puis après, on arrive dans la vallée de la mort que toutes les startups connaissent bien puisque ça concerne tous les secteurs quels qu'ils soient. Et il va être un peu plus marqué à la Handitech parce qu'encore une fois, c'est le moment où il faut cranter. Et le moment où on commence à avoir utilisé un peu toutes les subventions, tous les fonds initiaux. Et donc, on doit aller sur des levées de fonds. Et là, il faut faire comprendre son projet à des gens qui ne connaissent pas forcément le secteur. Il faut réussir aussi à avoir fait une preuve de concept, donc trouver des clients. Encore une fois, B2B, c'est du temps long. Dans un contexte économique qui est un peu compliqué, avec des budgets qui n'existent pas toujours ou qui ne sont pas bien fléchés. Si on est sur de l'innovation en plus, on sait les acteurs en face de nous ne savent pas trop s'ils peuvent faire confiance ou pas. C'est toujours la même question. Et là, on est sur une situation critique. Autre sujet très problématique en France, c'est le fonctionnement des MDPH. Donc, tous les acteurs qui incluent dans leur modèle économique des remboursements via de la prestation de compensation du handicap, eh bien, ils doivent avoir une sacrée trésorerie puisque ce sont des remboursements aléatoires et très longs. Alors déjà aléatoires, parce que les MDPH, il faut les démarcher département par département. Donc imaginez une start-up qui a 2 ans d'existence, qui est à fond dans le lancement de son MVP. Vous me dites si je parle dans un langage un peu de la première version de son produit commercialisable, mon petit jargon, pardon, qui doit gérer un changement d'échelle, un peu de ressources humaines, c'est encore une toute petite équipe, il y a des financements qui commencent à se réduire et c'est une start-up qui va devoir passer des mois et des mois à aller négocier MDPH par MDPH, département par département, pour savoir si sa solution elle est remboursée. Et ça n'est pas homogénéisé en France. Donc, typiquement, on a des régions qui ont dit aujourd'hui, tout ce qui est numérique, je ne rembourse pas. C'est pas tout à fait le sens de l'histoire. Donc, j'ai des solutions numériques qui sont là, on est remboursé à 100% quelque part et à 0% ailleurs. Ou alors, on va être remboursé à 50%, 75%, etc. Donc, la jeune start-up, elle doit déjà gérer ça. Et ensuite, on est sur des délais de remboursement qui peuvent atteindre 1 an. Versus d'autres pays d'Union européenne, le temps est divisé par 3. Donc, en fait, on a des startups qui, aujourd'hui, préfèrent se lancer à l'étranger. On est une filière extrêmement internationalisée, pas par choix. Par défaut, parce qu'en France, c'est trop difficile. Donc, dès que dans le modèle économique, il va y avoir de la MDPH, ça va être compliqué. Ça va impliquer la MDPH
client, si je puis dire, ça va être compliqué. Et un autre point en santé, c'est que quand on est très innovant, eh ben, la ligne de remboursement, elle n'existe peut-être pas encore. Et là, on est parti pour faire du lobbying. Et donc, on est une start-up et on doit parfois prendre un poste entier dédié à une RH entière pour quelqu'un qui sera chargé de mission affaires publiques pour faire du lobbying auprès des acteurs institutionnels. Ce qui est une dépense aberrante quand on est une entreprise en développement. Voilà les principaux freins qu'on a identifiés. Je t'envoie peut-être d'autres, Sylvain. Mais en tout cas, ça, ce sont nos vrais sujets aujourd'hui pour que les choses puissent avancer plus facilement. Ben justement, Sylvain, Laurence a fait la transition. Est-ce que tu as rencontré donc ce type de frein, d'autres freins? Est-ce qu'il y a des financements qui t'ont plus servi que d'autres? Et est-ce que certains financements t'ont manqué dans le développement de ton entreprise? Les freins, j'ai commencé de mon point de vue à exposer un peu les limites de l'exercice et le temps d'acculturation pour que ces innovations se développent. Avec quelque chose que nous, on essaye de garder toujours en tête et qui est une difficulté supplémentaire, c'est qu'on peut avoir, une fois de plus, un merveilleux usage avec une bonne techno, une question de marché, mais dans le marché, il y a le prix d'acceptation. C'est-à-dire qu'une bonne innovation, si elle rend un vrai service, il faut qu'elle soit économiquement viable et pas très chère pour qu'elle puisse se déployer. Aujourd'hui, on voit des systèmes pour des personnes aveugles sortir à 5 000 € avec un harnais par acheteur. La pérennité, la viabilité de déploiement de ce genre de choses. Donc en tout cas, il faut que ça coûte pas cher, parce que sinon on peut arriver aussi à des aberrations. Enfin, juste un exemple sur les MDPH. Nous, on a développé les systèmes de feu sonore, balises audio pour les personnes déficientes visuelles. Ça fait 30 ans que ça existe, qu'on a inventé ça, c'est une obligation légale. Et donc n'importe qui est censé pouvoir aller dans sa commune demander une télécommande gratuitement. Sauf que y a des communes qui ne le font pas. Et donc certaines renvoient vers une MDPH où pour 25 €, il faut remplir un dossier comme ça, attendre un an, être remboursé. Donc nous, ce qu'on a fini par faire, c'est faire des campagnes de com pour dire, vous voulez une télécommande, vous nous appelez, vous nous faites un mail, on vous en envoie une gratos. Comme ça, il n'y a plus de débat parce qu'en fait, sinon, à un moment donné, on marche sur la tête. Maintenant, pour répondre à la question des financements, ça tombe bien. Oui, la BPI est pour une PME comme la nôtre, un organisme qui a une vraie valeur d'accompagnement. Et je vais donner un exemple très concret sur l'innovation qu'on développe. On en est à plus de 5 millions € de budget, puisqu'il faut des designers, des développeurs, iOS, Android, back-end, mode SaaS, etc. Il faut faire des tests utilisateurs, il faut des chefs de projet. Et donc, quand on fait des pilotes, si on n'est pas assez staffé, c'est revoyer votre copie. Donc, il y a cette difficulté-là. Donc, on a été d'abord lauréat d'un premier financement, puis d'un Innov Vague 9. Donc, je remercie toutes les personnes présentes dans cette salle qui payent des impôts, puisque à travers cette contribution, vous avez apporté plus d'1,5 million sur 3 ans quasiment au développement de cette solution inclusive. Donc, merci à vous. Voilà. J'en suis ravi. Mais sans ça, en réalité, on ne serait pas du tout au même endroit et on n'en serait pas du tout au même point. Et pour terminer sur les financements, on fait de la recherche aussi pour pouvoir améliorer ce genre d'outils et avoir une scalabilité plus large. Donc on a fait plus de 3 ans de recherche et développement avec un labo financé par l'Agence nationale de la recherche pour finalement pouvoir guider des gens sur la seule base de capteurs du téléphone à l'intérieur, juste avec le gyro, l'accéléro et le baromètre. On peut savoir vos pas et vous guider quasiment au mètre près dans un bâtiment. Mais une fois de plus, c'est des chercheurs, c'est du temps long, c'est 3 ans, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros à payer des doctorants sur des sujets de deep tech comme celui-là. Jérémy, je voyais que tu voulais rebondir sur ce qui était dit. Oui, personnellement, je ne suis jamais à l'aise quand on fait référence à la compensation de handicap et au MDPH dans la démarche qui est la nôtre aujourd'hui de soutenir les innovations. Je ne recommande à aucun entrepreneur ou aucun innovateur de te projeter
par rapport à un financement qui pourrait être soutenu par la politique de compensation qui n'a, pardon, mais rien à voir ici. Elle est là pour répondre à des besoins exprimés par les personnes individuellement dans un contexte donné. Nous ne sommes pas dans une logique de remboursement comme nous pourrions avoir avec la Sécu ou autre. Donc il n'y a pas, vraiment j'insiste beaucoup, il n'y a pas d'opportunité avec la politique de compensation. Ce n'est pas fait pour ça. Qu'à un moment donné, quand un produit, une innovation fait la preuve de son efficacité et s'est imposé dans la vie quotidienne et s'impose comme solution de compensation, là, à un moment donné, il y a des choses qui se mettent en place, mais ça ne peut pas être vu dans l'autre temps, sinon je pense qu'on s'y perd beaucoup, et surtout on s'éloigne des fondamentaux de cette politique de compensation. Voilà, c'est mon premier point. Le deuxième, j'entends souvent ah mais ça c'est pour le handicap, donc c'est l'État, hein, donc c'est à l'État de payer. Et donc on a toujours ce réflexe de se dire comme tu es handicap, c'est la puissance publique, c'est la solidarité, etc. Dans certains cas, oui. Surtout quand il s'agit de faire en sorte que tout le monde ait un accès égal à l'ensemble des prestations, de la solidarité et de ses droits. Après, vraiment, n'oublions pas ce qu'on se disait tous les quatre au début de notre table ronde. On a deux sujets. On a les innovations qui viennent répondre à des besoins précis liés au handicap. Mais on a par ailleurs les innovations qui doivent être conçues pour tout le monde, qui doivent être accessibles à tout le monde. Donc des innovations pour lesquelles on aura anticipé sur les besoins des utilisateurs, quel que soit leur handicap. Et ça, c'est aussi, voire plus important, de le soutenir ici, de ne pas penser que le handicap ne peut générer que des réponses qui seraient spécifiques. C'était absolument fondamental que dans les logiques de financement et de soutien, nous ayons cet impératif-là en tête. Ce qui veut dire que quand la puissance publique décide de soutenir l'investissement, la création, les innovations, l'intelligence artificielle, comme on l'a fait l'an dernier avec le monde entier au Grand Palais, c'est là, à chaque fois, à toutes les étapes, qu'il faut qu'il y ait le critère innovation accessible. Il faut qu'il y ait cette obligation pour pouvoir prétendre au financement d'apporter les réponses parfaitement accessibles et tester et évaluer au regard des besoins de tout le monde. C'est absolument essentiel. Sinon, on va continuer à avoir un petit système. Ah ben nous, c'est pour les handicaps, alors il faut qu'on ait ceci ou cela. Il faut vraiment qu'on sorte de ça. Même s'il restera toujours des besoins. Et heureusement, parce qu'il y a beaucoup d'avancées qui sont liées d'abord à une réflexion qu'on a sur un besoin spécifique. Mais c'est très important qu'on ait en vue, qu'on ne perde pas de vue le besoin de rendre accessible la totalité des innovations. Sinon, on empire la situation, on l'aggrave et on renforce les situations de handicap. Un autre élément qui est essentiel, on l'a un peu évoqué, là, c'est la question de la formation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que nous soyons capables, on n'y parvient pas encore totalement, de faire entendre que dans tous les métiers dont la finalité amène à un moment ou un autre à quelque chose qui va concerner le public. Donc ça va du métier d'architecte, du métier, on est en lien avec le public, les designers, enfin bref, c'est tout le monde. Il faut que dès le début de toutes les formations, tout le monde puisse se projeter en fait sur cette conception universelle, ce design for all, pour que ça fasse partie de leur ADN dès le départ et qu'ils aient ce réflexe dès le départ. Quand c'est fait, on voit que c'était ce qu'il fallait faire. On voit bien, notamment avec des nouvelles générations qui se forment. Dès lors que la sensibilité est là, dès que l'intérêt est là, dès que la connaissance des solutions est là, derrière, ça permet de développer des belles réalisations. Ben merci. C'est vrai que c'est, comme tu le dis, un formidable levier d'innovation universelle. C'est d'ailleurs reconnu à travers le monde. Mais comment, Laurence, est-ce que l'on pourrait faire en sorte que la Handitech rayonne davantage à travers le monde et soit
perçu comme un leader européen, voire, soyons fous, mondial? Alors, je vais répondre. Déjà, je vais devoir filer juste après. J'en suis désolée. La conférence sur laquelle j'interviens après a été avancée. Donc, si vous avez des questions que vous voulez rentrer en contact avec moi, vous pouvez demander à Sylvain. Pour revenir sur cette question d'internationalisation que j'ai rapidement évoquée, je vous l'ai dit, il y a une internationalisation qui est en partie par défaut. En France, on sait qu'il y a un très bon savoir-faire, il y a beaucoup de projets. On est un très mauvais élève en termes d'accessibilité. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont envie d'agir sur le sujet. Il n'y a probablement qu'en France où on ne se rend pas compte qu'on est aussi bon. Parce qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui regardent ce qui se passe en France. Et moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent « les Canadiens sont venus me chercher, les Japonais sont venus me chercher, l'Australie m'a identifié sur un salon, etc., le Moyen-Orient, etc. » Donc en fait, dans beaucoup de pays dans le monde, on a très bien identifié que la France était leader, en tout cas avait un vrai savoir-faire sur le sujet. En France, probablement en lien avec les biais culturels qu'on a évoqués, ça lague un peu. En ce moment même, il y a des échanges avec le ministre du Commerce extérieur. Alors, échanges relativement suspendus pour le moment, mais un intérêt aussi croissant de Business France, parce qu'ils se rendent bien compte que ce savoir-faire a été identifié à l'étranger, qu'on a beaucoup de projets qui sont en train de s'internationaliser, de s'exporter, que ça se passe très bien, et qu'en fait, ça pourrait vraiment être un levier de rayonnement de la France supplémentaire parmi tous les savoir-faire qu'on peut avoir sur tous les secteurs. Donc les choses sont en train de bouger. Ce qui est dommage, c'est que ça se passe dans ce sens-là, quelque part. Mais ça avance et j'espère que ça fera aussi bouger la façon dont on conçoit le sujet au niveau national. Et c'est un sujet qu'on partage avec d'autres acteurs, d'ailleurs, c'est de se dire peut-être que c'est grâce au rayonnement international qu'on arrivera à faire en sorte que la filière soit reconnue plus rapidement au niveau national. Voilà, je vais vous laisser. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Je rebondis sur ce que disait Laurence. Sylvain, est-ce que toi, tu as pu identifier des marchés internationaux plus ou moins réceptifs à ces innovations? Laurence, c'est ça aussi l'accessibilité. Donc, est-ce que tu as identifié parce que tu fais partie justement de ces discussions dont parlait Laurence avec le ministre Laurent Saint-Martin du Commerce extérieur? Alors oui, moi ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le secteur et dès le départ je me suis dit tiens, il faut quand même aller voir ce qui se passe ailleurs. Et donc ça fait une vingtaine d'années que je vais très très régulièrement à l'étranger voir ce qui se passe. Donc sans être chauvin, oui, il y a un écosystème français qui est particulièrement actif, clairement. Même poursuivre de près ce qui se passe aux États-Unis, qui est beaucoup plus grand. Il y a de l'innovation, il y a de la deep tech, il y a de l'IA, il y a tout ce qu'on veut. Mais quand on regarde vraiment ce scope-là, c'est pas fou. En tout cas, ils vont facilement aller chercher à l'extérieur ce qu'ils n'ont pas encore. Ceci étant dit, ça ne va peut-être pas durer. Donc, en tout cas, on a un écosystème qui est vraiment aujourd'hui bien développé, fertile, et qui peut tout à fait s'exporter. Alors, pas oublier déjà que quand on développe un projet, à l'international, il y a un pays qui s'appelle la France, et il faut être solide sur ses bases. Jamais oublier ça. Malgré les difficultés économiques, etc., ça reste un point d'ancrage. Sur les différentes zones aujourd'hui, l'Europe est en train d'avancer avec tout ce qui est réglementation européenne, des produits, des services. Donc ça, c'est enfin une évolution que nous, on attendait beaucoup parce que aujourd'hui, nous, on travaille en Scandinavie, on travaille en Grèce, on travaille dans pas mal de pays. On a une filiale à Berlin, en Allemagne. Mais en fait, on est en Europe, certes, mais chaque pays a ses spécificités, chaque pays a ses normes, chaque pays a ses lois, chaque pays a sa culture, chaque pays a son écosystème. Donc c'est quand même très compliqué, très long, très coûteux d'aller dans des pays différents en Europe. Donc pourvu que ça évolue et que tout ce qui est European Accessibility Act, tout ce genre de choses, contribue à harmoniser. Parce qu'en fait, aujourd'hui, d'un pays à l'autre, en tant qu'utilisateur,
je me retrouve avec des codes différents. Les systèmes de bande de guidage, globalement, une bande de guidage, c'est une bande de guidage, certes, mais les normes ne sont pas les mêmes, les produits ne sont pas les mêmes, les questions d'implantation ne sont pas les mêmes. Le système d'audio qu'on a en France, il n'existe pas ailleurs. Eux, ils ont des boutons qui font bip bip toute la journée pour traverser la rue. Donc en fait, chaque pays a son propre code, son propre système. Donc vivement que l'Europe poursuive ce travail de normalisation. Les États-Unis, on a ouvert une filiale fin 2019 aux États-Unis. Je dis fin 2019, non, fin 2023, pardon. Janvier 2024, Trump. Oups, c'est pas une bonne idée de parler d'inclusion, de handicap, à ce moment-là. Donc, on temporise un peu, on replie les Gaules, on regarde de loin, on continue de faire avancer ces gens qui veulent continuer de se battre pour l'inclusion aux États-Unis. Je pense qu'on va sortir petit à petit d'une phase atone de sidération, de qu'est-ce qu'on fait à un contre-pouvoir, en tout cas des gens qui vont plus sortir du bois et avoir peut-être un peu moins peur de se faire taper sur la tête par le grand blond. Mais oui, aux États-Unis, le potentiel est énorme. Et une fois de plus, il n'y a pas grand-chose. Et là-bas, ça rigole pas, puisque là-bas, c'est non-discrimination. Et à un moment donné, ça part au tribunal. Et du coup, on tourne un peu moins autour du pot qu'en Europe, il faut bien le dire. Sur le sujet des feux piétons, une fois de plus, que je connais assez bien, les associations, en gros, la ville de New York avait déployé à peu près 20% des traversées piétonnes de la métropole. Les associations ont attaqué en justice. Le tribunal a dit, ville de New York condamnée, vous devez déployer sur 3-4 ans la totalité, puisque c'est une question de discrimination. Pourquoi une personne voyante ne paye pas pour voir le bonhomme rouge-vert, là où un aveugle doit avoir un système où il n'y a pas de système. Donc, on ne vous demande pas de payer ou de ne pas pouvoir traverser la rue. Donc, ça reste quand même un lieu important. Dernière zone que je connais bien et que je partage peut-être pour des futurs entrepreneurs, la zone moyenne orientale. Je suis allé quand même très souvent pendant une bonne dizaine d'années à partir de 2009. On est parti du Moyen-Âge. Je vais pas détailler plus que ça. Mais il y a eu une vraie transformation là en 15 ans. Il y a une vraie évolution sociétale. Je ne vais pas faire de politique, mais la réalité, en tout cas, que moi je constate sur le terrain, c'est que le handicap, jusqu'à il y a 15 ans, c'était caché. Vraiment, il y avait vraiment une notion de honte associée à ça, culturelle. Une fois de plus, je ne veux pas en juger. Et aujourd'hui, il y a une vraie évolution culturelle autour de ça. Les Émirats arabes unis ont promulgué des lois en faveur de l'inclusion. D'ailleurs, eux, ils disent « people with determination ». Ils ne disent pas « people with disabilities », c'est « people with determination ». Donc c'est intéressant dans la sémantique. Ils investissent, ils ont des moyens lourds. L'Arabie saoudite, en ce moment, a investi des sommes colossales. Donc ce sont des zones intéressantes. En tant qu'entrepreneur, juste faites extrêmement attention au paiement. Ça paye très mal par là-bas. Donc, côté juridique, payez un petit avocat pour sécuriser le truc local, bétonner votre contrat, délivrer de la valeur au fur et à mesure pour encaisser au fur et à mesure. Il y a des chances que vous preniez une carotte à la fin. Si c'est 20% du contrat et que vous avez fait votre marge, c'est pas grave. Si vous êtes à 80% à la fin, ça risque de vous coûter cher à l'arrivée. Jérémy, je ne sais pas si tu veux rebondir sur ce qui a été dit sur la conception universelle, son importance et comment est-ce que l'on pourrait généraliser l'accessibilité dès la conception des produits et services en France, mais aussi en Europe ou à l'étranger. Ça suppose d'abord, en France, et je rejoins mais, entièrement les propos, Sylvain, dans tes propos, ça suppose que nous arrêtions de considérer l'accessibilité comme une option, mais que nous prenions toute conscience qu'il s'agit d'une obligation et que c'est la loi. Et que c'est vrai que nous avons en France un rapport à la loi qui est ce qu'il est. Les États-Unis, hors période et contexte du moment, ont ceci... quelque chose d'assez inspirant dans leur rapport au sujet, c'est en fait leur lien à la loi. À partir du moment où ils ont dit dans la loi que ça devait être accessible, ça marche tout de suite, sinon les conséquences peuvent être terribles. Alors, ce qui a amené les Américains, comme dans d'autres pays,
à faire les choix politiques d'intégrer en notion d'accessibilité dans la loi, c'est les prises de conscience liées souvent à des retours de conflits armés d'anciens, enfin de combattants, donc souvent blessés, et cette idée qui n'est pas vraiment dans notre culture à nous ici, que ce sont d'abord des consommateurs qui échappent à notre business. Ce sont des consommateurs qui, en difficulté, ne viennent pas dans nos boutiques ou acheter nos produits et nos services. Donc nous devons faire en sorte que le business soit adapté, donc accessible, pour que tout le monde consomme, que tout le monde travaille, tout le monde paye des impôts et que tout le monde ramène des sous. Vraiment, on est très à l'aise aux États-Unis avec ce cercle-là. Tout n'est pas transposable. Si vous êtes en difficulté là-bas, alors là, par contre, vous pouvez crever la bouche ouverte par terre, tout le monde s'en fout. Tandis qu'ici, on est quand même dans une autre logique. Néanmoins, les États-Unis ont, d'autres pays aussi, donc la possibilité de nous montrer ce qui est possible. Et c'est vrai que c'est là où on peine encore, hein, nous, en France, à dire les obligations d'accessibilité telles qu'on avait fixées en 2005, qu'on a réaménagées en 2014, et que là, on a taillé, on est sorti du périmètre des étapes et du calendrier de la loi. Et donc, au TNCPH, on attend, enfin, en tout cas, on mord au mollet tous les minutes qui passent depuis quelques mois, et ils passent, pour que nous passions là une logique, malheureusement, pas sexy, de sanctions, pour qu'on comprenne bien que quand c'est pas accessible, c'est pas normal, et c'est pas ce qu'il faut. Ça, c'est la première étape qu'il faut impérativement réussir pour embarquer, comme je le disais tout à l'heure, en parallèle, grâce à la formation et grâce aux critères systématiques d'accessibilité dans tous les programmes d'investissement et de soutien à l'innovation, pour que ce soit la règle du jeu, que ce soit systématique. On demande par exemple que nous prévoyons un critère d'accessibilité par défaut dans tous les marchés publics. Quand vous répondez à un appel d'offres, c'est pas pour en rajouter, mais c'est vrai qu'on vous demande tout un tas de pièces. On se dit que préciser la réponse en matière d'accessibilité, et donc conditionner quelque part son lien avec l'acheteur, à la fin, à l'engagement qui est pris avec la solution d'accessibilité et puis l'intervention quand ce n'est pas le cas, donc dans les faits, ça s'impose. Et puis alors, il y aura peut-être des marchés pour lesquels le critère ne sera pas pertinent, mais il pourra être retiré à ce moment-là. Donc on veut vraiment qu'il y ait ce critère sur tous les marchés publics en France. Et enfin, Sylvain évoquait le rôle des associations. C'est vraiment important aussi qu'on se donne les moyens même en dehors des associations, de former, entre guillemets, tout un chacun, y compris les personnes elles-mêmes concernées, qu'on ne les voit pas seulement comme des utilisateurs de services de la MDPH ou autres, mais qu'on les voit aussi comme des consommateurs, donc des consommateurs avec des droits, et donc les droits aussi de dire attention, ça c'est pas à m'apporter, ça c'est pas normal, etc. Et pas seulement dans le champ des innovations. Pour les produits de la vie de tous les jours, vous regardez tous les produits électroménagers, tous les produits d'accès aux outils de communication, etc. Mais ça reste un enfer pour un bon nombre de consommateurs, parce qu'on n'a pas rendu systématique le petit plus dont on avait besoin pour que les personnes soient autonomes, pour faire cuire des pâtes ou utiliser leur four ou je ne sais quoi, qui en fait partie de la vie quotidienne des personnes. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Il nous reste à peu près 1 minute 30 pour répondre aux questions, si vous en avez. Juste le temps que le micro arrive. Aux États-Unis, c'est 24% de la population qui est handicapée officielle. 24%. Donc, quand on conjugue ça au fait qu'ils considèrent ces personnes comme des consommateurs, bah oui, forcément, ça fait avancer les choses. Sylvain, question rapide. Merci beaucoup à tous les deux.
pour l'échange. Question rapide pour laisser le temps à la salle si vous en avez d'autres. Tu as mentionné un peu plus tôt le fait qu'il y avait un manque de culture de la concertation chez les décideurs. Est-ce que vous pensez tous les deux qu'il y a aussi un manque de culture du handicap et que c'est quelque chose qui s'améliore dans le temps chez les décideurs pour sa prise en compte? Alors, de mon expérience, qui n'a aucune valeur universelle, je trouve que la prise en compte du handicap va plus vite. C'est-à-dire qu'il y a des organes de concertation, de consultation. Je parle de gros donneurs d'ordre de transport, par exemple. Ils ont pris l'habitude de consulter des utilisateurs. Il y a des comités, etc., etc. Je ne dis pas que c'est parfait, mais par rapport à la question, la culture du handicap avance plus vite que la culture de ce qu'on va appeler la concertation, qui est une méthode de design, en fait, et qui n'est pas propre que aux situations de handicap. C'est juste, j'ai des types d'utilisateurs qui sont différents. Et cette culture-là de l'innovation, du design, en fait, c'est une culture de design de service, design de produit, et de la manière d'itérer et de tester. Comment je qualifie, je teste une solution à un instant donné. Là, il y a encore du boulot. Donc, j'espère que les designers qui ont un merveilleux, en tout cas, parcours et des compétences formidables vont pouvoir irriguer des pouvoirs publics et des collectivités pour ne pas être seulement dans le camp de ceux qui développent les produits et les solutions, mais aussi dans le camp de ceux qui doivent les acheter pour être plus précis et pertinents dans l'analyse qu'ils en font et être plus clairvoyants sur une offre qui, à un moment donné, leur tombe sur le bureau. Et laquelle est la bonne, j'en sais rien. Merci. Jérémy, est-ce que tu veux rebondir? Vraiment, pour confirmer qu'il y a une évolution, c'est incontestable sur la connaissance, ou au moins l'identification du sujet. Dans la sphère publique, politique, je le constate depuis quelques années avec un renforcement du travail interministériel, où on finit par se dire que finalement le sujet du handicap, c'est l'affaire de tout le monde, n'était pas une filière à part, et que l'accès au droit commun suppose que dans tous les départements ministériels, par exemple, on se pose de la question de l'autonomie et de l'accessibilité. Sur la question des décideurs, donc les autres, notamment sur le plan économique, je pense que nous pourrions aller plus loin si on sort du registre juste de la sensibilisation et parfois de quelque chose qui est au milieu d'autres engagements dits RSE, même si c'est un levier très puissant, sauf qu'on est sur les démarches d'accessibilité et d'obligation qui restent à préciser, je trouve. Voilà. La directive européenne évoquée par Sylvain est absolument, pour moi, je trouve une belle opportunité. Elle est toute récente et elle s'impose pour le coup à beaucoup de secteurs économiques et peut être l'opportunité de revoir nos manières d'embarquer les acteurs économiques sur les enjeux de la directive. Et en une phrase pour compléter, je parlais d'acteurs des transports ou de gros acteurs. Dans un monde plutôt de grandes entreprises, etc., le handicap reste l'affaire du RH, service, diversité, inclusion, et personne ne se pose la question mais en fait, dans mon business model, dans mes produits, dans mes services, comment je peux faire évoluer la culture de mes commerciaux, etc., pour qu'ils aient un autre regard sur le handicap. Là, il y a un boulot énorme. Merci beaucoup. Je pense qu'on a déjà dépassé le temps. Merci pour vos éclairages précieux. Merci à tous d'avoir assisté à cet écho et à très bientôt.